Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, merci. Merci à vous de nous accueillir encore une fois chez vous ce soir ou ce matin ou cette nuit pour suivre en notre compagnie la critique de Gunpoint, suivie de No-chan, puis de Otto, tout ça après les news. Merci. On continue notre tour de cette édition 2013 de l'E3 avec le stand Microsoft qui, de manière plutôt évidente, mettait principalement en avant sa nouvelle console de salon, la Xbox One. Les visiteurs pouvaient ainsi se faire plaisir sur le prochain Forza qui, très honnêtement, explosait tout visuellement. Au programme, nous aurons évidemment le droit à de nouvelles caisses, des effets de lumière dans tous les sens et un réalisme encore plus poussé, mais aussi à ce système de Drivatar cher à Turn 10, le développeur. Concrètement, ce système a été mis en place pour que les joueurs n'aient plus à concourir contre des IA génériques. À chacune de vos courses, vos données sont envoyées dans le cloud et sont analysées pour déterminer votre style de course, si vous êtes plutôt du genre à couper l'intérieur des virages, si vous freinez à l'arrache, si vous êtes agressif ou non, etc. Une fois que votre style de conduite et vos performances ont été analysées, vous aurez alors un style de profil, un Drivatar. Ce sont ces profils qui seront utilisés lors de vos courses en solo, de manière encore une fois à rendre les adversaires plus humains. Aussi, lorsque vous n'êtes pas en train de jouer, chaque course que gagne le Drivatar vous rapportera de la monnaie dans le jeu, vous permettant ainsi de vous acheter d'autres caisses par exemple. Un principe plutôt sympa sur le papier qui a l'air de venir tout droit du futur, mais qui devra faire ses preuves avant de nous convaincre. En attendant, le jeu est toujours prévu sur Xbox One au mois de novembre de cette année. On reste dans la course et la Xbox One avec Loco Cycle, qui était lui aussi présenté et jouable sur le stand Microsoft. Loco Cycle, c'est ce jeu de moto futuriste et un peu décalé, où le véhicule traîne son pilote et se sert même de lui pour exécuter des combos. Même si on imagine que la version à laquelle nous avons pu jouer n'était pas complètement définitive, on reste persuadé que ce n'est pas avec ce genre de titre que la prochaine console de Microsoft arrivera à faire la différence. Une fois le principe assimilé et le fun lié à l'absurdité de la situation passée, on est face à un titre qui techniquement aurait très bien pu sortir sur la génération actuelle de consoles. Annoncé lors de la conférence Microsoft, Killer Instinct était également jouable sur son stand où Thierry n'a d'ailleurs pas manqué de se faire salement rudoyer par des jeunes adolescents, des pro-gamers selon ses dires. On savait déjà qu'une des licences de Rare allait être ressuscitée. On regrette simplement que cette résurrection ait été confiée au studio Double Helix, responsable du saccage de séries comme Silent Hill ou encore Front Mission avec les Homecoming et les Evolve qu'on connaît. En revanche, la démo jouable sur le stand qui mettait Jago face à Saberwolf semblait augurer du meilleur, avec des combos à gogo et des effets visuels impressionnants. On rappelle que ce Killer Instinct devrait suivre le modèle freemium, un peu à la manière d'un DOA 5 Ultimate, avec un seul personnage jouable, Jago en l'occurrence, et tout le reste disponible à la carte. On ne sait pas encore si cette nouvelle manière de vendre plaira aux joueurs console, mais dans la mesure où ce système semble bien fonctionner sur d'autres supports, type smartphone ou tablette, on comprend facilement la démarche. Project Spark faisait partie de ces jeux dévoilés pendant la conf du constructeur américain et également visibles sur leur stand. Accompagné et guidé par le staff de Microsoft, on pouvait alors s'essayer à ce jeu permettant de créer des univers et d'y implémenter différents gameplays. Si techniquement l'ensemble avait l'air vraiment en place, on espère simplement que toute la partie création ainsi que la gestion des règles et de l'IA ne sera pas aussi laborieuse et ne prendra pas autant de temps que dans un Little Big Planet par exemple. On reste tout de même curieux de voir l'étendue des possibilités offertes par ce Project Spark et on espère avoir des réponses peu de temps après la sortie de la Xbox One. Annoncé tout d'abord sur 360 puis annulé, Crimson Dragon sortira finalement sur Xbox One. Un vrai cadeau fait aux fans de la série des Panzer Dragoon, dont il est le successeur spirituel, et qui ne se sentiront pas vraiment dépaysés avec ce titre à venir. A la base, le jeu devait être entièrement jouable via Kinect, mais la démo présentée à l'E3 laissait le joueur se faire plaisir au pad, ce qui n'est pas plus mal. On nous assure tout de même qu'il y aura des fonctionnalités Kinect. On attendra de chevaucher plus longuement l'animal pour savoir si l'on prendra autant de plaisir qu'à l'époque sur Saturn. Si la majorité du stand Microsoft était consacrée aux jeux à venir sur Xbox One, on trouvait tout de même quelques espaces sur lesquels étaient présentés des jeux 360, comme le remake de Flashback dont on vous avait déjà parlé, mais aussi les Tortues Ninja ou encore le prochain Splinter Cell. Nous allons maintenant conclure ces news E3 avec non pas des jeux PS4, ni des jeux Xbox One, PC ou Wii U, mais bel et bien des jeux rétro. Et ouais, ces derniers étaient concentrés dans un petit espace ouvert situé au fond du hall sud, le Video Game History Museum, où l'on pouvait voir des raretés incroyables, à portée de main ou bien à l'abri derrière des vitrines, et essayer tout un tas de vieilles machines ainsi que des bandes d'arcade ultra vintage. Jugez plutôt, ça vaut le détour. Bilan de fin de saison oblige, je note de ci de là les petites critiques que vous nous adressez avec tendresse, parfois humour, mais toujours beaucoup de cœur.
Et effectivement, on nous fait le reproche souvent d'être un petit peu à la ramasse en ce qui concerne l'intervalle entre la date de sortie du jeu et le moment où nous en faisons la critique. Effectivement, aujourd'hui, c'est le cas, puisque Gunpoint, il est sorti au début du mois, et qu'on fait la critique que maintenant. Mais c'est parce que en fait, vous comprenez, c'est un jeu qui est tellement prenant, il est tellement bien, il faut faire beaucoup des heures et des heures de saisie pour pouvoir vous montrer un petit peu la quintessence du jeu, voilà. C'est surtout aussi parce que les stagiaires, on les connaît, hein, ils pensent qu'à manger des ice cream au lieu de faire du jeu vidéo. Et ça, c'est pas bien. Quand on a la chance d'exercer le métier de journaliste critique de jeux vidéo, quand on gagne sa vie en jouant constamment à de nouveaux jeux, il arrive souvent qu'on se dise que tel jeu aurait dû être comme ça, que telle séquence devrait être conçue d'une autre manière. Il arrive même qu'on ait envie de créer son propre jeu. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Tom Francis. Originellement journaliste à PC World et écrivain, il vient tout juste de sortir son premier jeu, Gunpoint, un savoureux mélange entre puzzle et infiltration, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Si le commun des mortels s'achète des chemises hawaïennes ou des chaussures en crocodile pendant les soldes, certains préfèrent investir dans des choses plus exotiques, comme un pantalon à propulsion. C'est en tout cas ce qu'a fait Richard Conway. Si son impair et son feutre lui fournissaient déjà l'attirail du parfait détective privé, sa nouvelle acquisition lui permet de faire de gigantesques sauts et de chuter d'une dizaine de mètres sans se blesser. Juste après avoir essayé sa nouvelle acquisition, notre héros va se retrouver empêtré dans une affaire de meurtre et d'espionnage industriel. Si ce point de départ rappelle évidemment le roman noir, l'ambiance de Gunpoint est bien plus légère. Les briefings avant chaque mission sont l'occasion d'assister à de savoureux dialogues entre Richard et ses employeurs à base de jeux de mots, de références subtiles, de blagues bien senties et d'insultes délicieuses. Ajoutons à cela la présence de choix à la fin des missions modifiant ces dialogues, pas mal de rebondissements et deux fins différentes, et on obtient un très bon scénario dépaysant et diablement accrocheur. Comment parler de Gunpoint? Par où commencer? Malgré sa durée de vie rachitique, à peine 3 heures en ligne droite, ce jeu est doté d'un gameplay extrêmement dense, dont les multiples couches permettent à chacun de s'amuser. Les missions demandent tout au joueur d'accéder à une certaine pièce pour s'emparer de son contenu, puis de prendre la fuite par le métro situé tout à droite de l'écran. La moitié des missions sont de pures énigmes, il n'y a qu'une seule solution pour terminer le niveau, à vous de la trouver. L'autre moitié du jeu se rapproche d'un Mark of the Ninja, avec des niveaux pouvant être terminés de nombreuses manières, avec des méthodes totalement différentes. Ces niveaux vous demandent généralement d'utiliser votre crosslink, la grosse originalité du jeu. Ce pouvoir vous permet de voir l'intégralité du câblage d'un immeuble et de le modifier à volonté. Vous pouvez ainsi relier un interrupteur à la lampe d'un étage supérieur rempli d'ennemis pour pouvoir la désactiver. Des schémas bien plus complexes sont évidemment possibles et on se retrouve parfois à relier un interrupteur à celui d'un ascenseur pour l'appeler à distance, afin de déclencher un détecteur de bruit relié à une porte. En plus des ennemis peuplant les divers bâtiments, la couleur des différents câbles vient ajouter une difficulté supplémentaire, deux objets devant être de la même couleur pour être reliés. On apprécie d'ailleurs la présence d'un mode daltonien, ajoutant des formes géométriques pour différencier les teintes proches. Lors du début d'un niveau, vous n'aurez pas accès à certaines couleurs de câbles. Vous devrez d'abord trouver la console liée à cette couleur, puis la hacker pour pouvoir la maîtriser. En plus du crosslink, Richard dispose d'une palette de mouvements polyvalente, permettant de faire à peu près tout ce qu'on veut, que ce soit des sauts gigantesques, des chutes vertigineuses ou simplement une suspension à n'importe quel mur ou plafond. Ajoutons à cela un système de points de compétences permettant d'augmenter ses capacités acrobatiques et une flopée d'autres pouvoirs débloquables comme la possibilité de fracasser des fenêtres en silence ou de tuer des gardes en utilisant les prises électriques. On obtient au final un gameplay donnant un grand sentiment de liberté, même si une partie des niveaux n'ont qu'une seule solution. Les autres peuvent être recommencés encore et encore avec différentes méthodes, les pouvoirs ayant tendance à se combiner assez facilement entre eux. On apprécie la présence d'un classement de fin de mission, poussant à rejouer encore et encore pour améliorer son score. Enfin, soulignons le gros travail effectué sur le level design, proche de la perfection. On aurait néanmoins aimé une aventure plus longue et plus dure, Gunpoint ne durant que 3 heures, et ce même si la rejouabilité est grande. Heureusement, l'éditeur de niveau accessible en 2 clics permet de créer des missions très facilement et de les partager. S'il manque quelques éléments visibles dans les derniers niveaux de jeu, cet éditeur est tout de même très complet et offre de quoi créer de bien jolies choses.
Tom Francis n'a pas réalisé Gunpoint tout seul. S'il s'est chargé du game design et de la programmation, il a fait appel à divers artistes pour les graphismes et la bande-son. Et il a eu entièrement raison. Gunpoint a un charme fou, avec ses graphismes rétro et sa bande-son fabuleuse, à base de jazz avec des pointes d'électro. Alors oui, Gunpoint a de nombreux défauts, comme une faible durée de vie, l'impossibilité de personnaliser les contrôles, ou même l'impression que les finitions ont été faites à la hache. Mais à côté de ça, l'expérience offerte est d'une grande qualité, à la fois cérébrale et jouissive. Le crosslink est une merveille à utiliser, tout comme les diverses capacités acrobatiques de Richard. Ajoutons à cela des dialogues savoureux et une bande-son exceptionnelle, et on peut affirmer que Gunpoint vaut indéniablement ses 10 €. Oh, mais non, c'est de la blague. Hein. Quand je vous dis que j'aime pas les stagiaires, quand on me voit les hors-champs, leur taper dessus avec une chaise, c'est pour du pipeau, je sais très bien. Sans les stagiaires, l'entreprise ne peut pas fonctionner. C'est comme par exemple si je vous dis j'aime pas les facteurs. Je suis désolé, j'ai dit ça la dernière fois, mais c'était pour faire une vanne, c'était pour le calembour. C'est vrai que j'ai parfois tendance à me fâcher avec tout le monde juste pour le plaisir de faire un bonbon. Mais ça, c'est pas ma faute, il faut me pardonner, je suis tellement faible, tellement mignon. Un petit peu comme Notchan. Salut les otak, c'est Notchan, toujours Genki pour vous parler des news otak qui me font vibrer les pixels. Ça c'est de l'intro. En 2003, Bandai sortait une nouvelle série de figurines pour accompagner les OAV de Senseiya Hades. Ils ont appelé ça les Miss Claus et ça a plutôt bien cartonné. Aujourd'hui, pour fêter les 10 ans d'existence de ces fameuses figurines Miss Claus Senseiya, ils sortent une nouvelle collection pas piquée du scorpion. Et le truc un peu fou, c'est l'armure du Sagittaire, vraiment en or. Ou en vrai or si vous préférez. 2 kilos d'or pour un objet de 15 cm de haut, pour un prix estimé à 6 millions de yens apparemment. Ce qui fait grosso modo 46 000 €, même si le prix réel n'est pas encore connu. Il va falloir en faire des tweets qui font s'affoler la bourse pour se payer ça. Tant qu'on est dans la figurine, j'en profite pour vous rappeler qu'on a de la chance, nous les Français. Enfin, les otaks français. Car avec l'ouverture récente du site de Kotobukiya en version française, on a maintenant 2 grands fabricants de figurines qui font de la vente officielle chez nous. Et ça fait plaisir. L'autre fabricant, c'est bien sûr Good Smile, que vous connaissez bien, puisqu'on va les voir chaque année à Japan Expo. D'ailleurs, je suis tombé sur une photo de leur Facebook que j'ai trouvée trop mignonne. Regardez ça, sur leur carton d'expédition, il y a écrit « Handle with love » au lieu du classique « Handle with care ». Oh, et ils savent parler à mon petit cœur. Et c'est pas tout. Après Kotobukiya, c'est Native, un autre fabricant de figurines qui s'ouvre à l'international avec un site en anglais où il est directement possible de commander pour certains pays. La France en fait partie. Contrairement aux autres fabricants qui passent par des antennes françaises, là, c'est directement géré du Japon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Native est spécialisé dans les figurines un petit peu... pour adultes. C'est d'ailleurs pour ça que leur page Facebook s'est fait fermer en moins d'une journée d'ailleurs. Et ces modèles sont en général super demandés. Les nouveautés sortent au compte-gouttes et il est quasiment impossible d'en acheter sans faire de précommande, et encore 6 mois à l'avance. Il faut dire que dans le genre, c'est le top de la qualité. Twitch, l'un des sites majeurs dans le streaming et les vidéos d'e-sport, va faire son arrivée en application sur le Xbox Live. Et même si pour l'instant cela ne concerne que le marché américain et les membres Gold, on est content de savoir que l'on peut maintenant allumer sa console de jeu pour regarder d'autres gens jouer à leur console ou à leur ordinateur. La boucle est bouclée, d'une certaine manière. On termine avec la news de l'année, rien que ça. Visiblement, avoir dépassé le milliard de téléchargements n'est pas suffisant pour Rovio, le studio à l'origine du jeu Angry Bird. Ils viennent de signer un accord avec Sony Pictures Entertainment afin d'adapter leur jeu en film d'animation. La sortie n'est pas prévue avant juillet 2016. Alors, à quoi aura-t-on droit? Des oiseaux pas contents? Des trucs qui se cassent la figure? Le suspense est insoutenable. Voilà, c'est tout pour cette semaine les otaks. C'est bientôt les vacances là? Non mais, je demande parce que je sais jamais quand on passe en mode rediff. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, publiquement, devant vous, je voudrais demander pardon à tous ceux que j'ai pu faire souffrir. Qu'ils soient stagiaires, qu'ils soient facteurs,
voire stagiaire facteur, ça peut exister. Parce que moi, en fait, je ne suis qu'amour. Hein. J'aime tout le monde. J'aime les agents de la force publique. J'aime les contractuels. J'aime même Caroline. Mais elle, par contre, elle peut pas me blairer. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, c'est l'avant-dernière émission de la saison et une fois de plus, 3 artistes se produisant dans le JE Lifehouse vont vous être présentés. Cette semaine, vous allez découvrir Angela, les JDs et Aki Akane. Les nouveautés en fin d'émission, mais avant, on va jeter un petit coup d'œil aux 3 albums qui sortent bientôt. Cette semaine, dans les releases, on retrouve ces bons vieux rockers Guitar Wolf avec Beast Vibrator qui sortira le 3 juillet chez Okami Records. La semaine d'après, c'est le nouvel album de Lintoshita Shigure qui sortira dans les bacs. Imperfect contient 9 pistes dont Abnormalize et Beautiful Circus. On termine avec Kali Pamiu Pamiu, son premier album Pamiu Pamiu Revolution sortira fin juillet en France. Si vous voulez danser sur Pom 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 cet été, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voici un des duos les plus classes que je connaisse dans le monde des chansons d'animé, Angela. Le duo Angela, c'est la chanteuse Atsuko et le musicien Katsu. Tout commence en 93 avec la création du groupe Angela en majuscule. Ils sont basés à Okayama, mais il y avait un autre groupe rival dans la ville. Les deux voulaient faire carrière à Tokyo et ont fini par y aller, mais très vite. Ils ont déchanté. Les membres s'en allaient les uns après les autres et à la fin il ne restait plus grand monde. Et la pauvre Atsuko, qui gardait son accent bien prononcé et qui n'avait pas beaucoup d'amis, a trouvé Katsu dans cette grande ville qui, par le plus grand des hasards, venait aussi d'Okayama. En 99, ils sortent leur premier single en major chez Warner Music, Memories, qui est l'opening de Shin Hakenden. Mais dès l'année suivante, ils repassent en indépendant et changent leur nom en Angela en minuscule. Mais cela ne va pas durer longtemps. En 2002, ils signent avec Starchild, un sous-label de King Records, et en 2003, ils font de nouveau leur début en major avec le single As We Know Brilliant Road. Cette chanson fait un très bon démarrage dans les charts en se classant 15e. Bien sûr, c'est l'opening de l'anime Uchu no Steruya. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certains, mais le must, c'est en 2004 avec la sortie de leur 6e single chez King Records, c'est Shangri-La. Le single va carrément atteindre la 12e place, devenir une des animés songs les plus appréciés des fans. C'est l'opening de l'anime Sokyu no Fafner. Cette même année, leur album suivant, Ayo, entrera lui aussi dans le top 20 et ils seront même invités à l'Otakon aux States. Pour vous dire que ça fait 10 ans que je les attends en France, car moi aussi, comme beaucoup, je les ai connus avec Shangri-La et depuis je rêve de les voir en concert, plus que quelques jours à attendre. Par la suite, ils continueront à sortir des singles avec des tie-up animés et en 2006, leur album Purizumu bat le record du précédent et se classe 10e du top Oricon. Jusqu'à maintenant, ils ont chanté pour beaucoup d'animés, on est d'accord, et presque aucun de leurs singles n'a quitté le top 20 des charts. D'ailleurs, leur 6e et dernier album en date, Zero, est sorti en avril dernier, il s'est placé lui aussi 10e des ventes. Mais bien sûr, ce qui fait le charme de ce duo, c'est la combinaison entre la voix forte et puissante de Atsuko et les mélodies de Katsu qui sont parfaitement adaptées à la voix de la Miss. Si vous aimez des artistes comme Mizuki Nana ou Main, je ne peux que vous recommander de vous pencher un peu plus sur leur musique. En ce moment, le groupe chante pour 2 animés. Il y a Kei, pour lequel il chante les génériques et les finisher songs, et Kakumei Valve, dont il chante le ending. Ils seront tous les jours sur leur propre stand, celui du label Starchild de l'animé Kei, et pour leur showcase, ce sera le dimanche à 14 h dans le JE Lifehouse. On passe maintenant à un groupe qui est à mi-chemin entre le girls band et le groupe d'idoles, ce sont les JDs.
Les JD sont de jeunes filles âgées de 11 à 13 ans. Ce groupe a vu le jour en 2010 à l'occasion d'une grande audition organisée par DSK, Dance Style Kids, un grand magazine de mode pour les jeunes, et Sister Jenny, une marque de fringues elle aussi très populaire chez les jeunes filles. Dans leur nom, le J c'est pour Jenny et le D c'est pour DSK. Et l'étoile, c'est parce qu'ils veulent qu'elle brille comme les étoiles. À la fin de l'audition en 2010, 5 filles sont retenues. Momoka, Nono, Make, Ao et Moe. Elles vont enchaîner les spectacles de danse dans de nombreux événements liés au magazine et à la marque de vêtements, mais en 2011, Moe quitte le groupe. Et oui, cette année-là, elle intègre la 13e génération des King Kyusei des AKB48. Rien que ça. Mais du coup, en 2012, on organise des auditions pour rajouter un nouveau membre dans l'équipe. Et dès le mois de février, la jeune Ami intègre les JDs qui redeviennent 5. À partir de là, elles vont faire parler d'elles de plus en plus, participant à des émissions de télé, se produisant dans des festivals. Quelques mois plus tard, en novembre, un nouveau changement intervient. Ao, qui était jusqu'ici la leader, quitte le groupe à son tour pour intégrer les Tempula Kids. Et oui, sans le savoir, la petite Ao, on la diffuse déjà sur nos lives. Elles ne sont plus que 4, Momoka, Nono, Make et Ami. Mais elles se donnent toujours à fond pour être aussi classe que des garçons en danse. D'ailleurs, lors des festivals DSK, on peut y croiser des groupes de danse encore plus jeunes, garçons et filles confondus. Jusqu'à présent, les JDs ne faisaient que danser. Elles sont aussi mannequins pour le magazine DSK, cela va de soi, mais à la fin de l'année, elles remportent le grand prix de l'audition, l'Ote Sony Music Utanoaru Gam Project Next, ce qui va les porter vers la musique. Leur première chanson originale s'appelle Lovely Ringer. Malheureusement, pas de single de sortie, mais cela sera peut-être pour bientôt. On verra bien ce que ça va donner à Japan Expo, où vous pourrez admirer le talent de ces futures adolescentes le samedi dans le JE Lifehouse à 11h et sur la scène principale à 17h50. Puis, le dimanche à 13h45 dans le JE Lifehouse. Mais attention, leur prestation ne dure que 15 minutes et j'espère sincèrement pouvoir en voir au moins une car elles sont classouilles comme tous les gamines. On continue avec une artiste dont on ne voit jamais le visage et dont les œuvres parfois nous transpercent, Aki Akane. Aki Akane est une artiste au sens propre du terme. Elle n'excelle pas juste en chant, non, elle a aussi un talent évident pour le dessin. D'ailleurs, elle le dit elle-même, je chante avec mes dessins et je dessine ce que je chante. Pour Akane, tout a commencé en 2008 sur Nico Nico Douga, l'équivalent de YouTube au Japon. D'ailleurs, elle n'est pas considérée comme une chanteuse, mais comme une utaite, un terme créé pour les gens qui reprennent des chansons déjà existantes et qui postent leur version sur le site avec comme tag Utatemita, qui veut dire j'ai tenté de chanter la chanson en question. D'ailleurs, les utaite font souvent des reprises de chansons de Vocaloid ou d'animés ou de jeux vidéo. La reprise la plus connue d'Aki Akane, c'est Rolling Girl, mise en ligne en 2010, qui a eu plus de 2 millions de vues. Une des particularités d'Akane, c'est d'illustrer elle-même ses clips de reprise. À travers ses vidéos, on peut donc aussi apprécier son coup de crayon qui transmet beaucoup d'émotions. Son talent est très vite repéré par Toys Factory, qui la signe, et en août 2011, elle sort son premier double A-side single en major, Antinotise Hanabila. Aki Akane fait parler d'elle en tant que chanteuse artiste contemporaine, mais aussi en tant que Zekkyo Cinderella, la Cendrillon hurlante. Car c'est vrai qu'elle tire souvent fort sur sa voix et que du coup, elle crie en chantant, ce qui est assez fort. Sa première chanson originale paraîtra dans son premier full album, Boro Boro ni Ikizama, sorti en avril 2012. Il s'agit de Flashback. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont de grands vocalopi qui composent et écrivent pour Aki Akane. Par exemple, dans son tout dernier album sorti en novembre 2012, Dragonfly, il y a des compositions de Nikki, Yairi et même Yu. D'ailleurs, on a déjà un clip sur nos lives de Yu avec la voix chantée de Karu. D'ailleurs, pour la chanson principale de cet album, c'est un titre original composé et écrit par Yairi, c'est le très beau Kando Reduction. Si Akane dessine pour elle, sachez qu'elle le fait aussi pour d'autres. Par exemple, dernièrement, elle a fait l'illustration du single Hikaru Monotachi de Watanabe Mayu. Et ces beaux dessins, on peut aussi les retrouver dans des artbooks. Le dernier en date s'appelle RGB et sera en vente à Japan Expo sur le stand Aoji. Et sur ce même stand, elle effectuera un live art pendant 3 jours. Et si vous voulez une dédicace, elle sera là le dimanche à 13h30 au stand dédicace, puis en concert le vendredi dans le JE Lifehouse à 14h.
Petit rappel rapide sur les concerts qui auront lieu le jeudi à Japan Expo. Dans le JE Lifehouse, à 14h vous aurez le concert de Dear Loving et à 15h ce sera au tour des Denpagomi Inc. de monter sur scène. Sur la scène culturelle, il faudra se lever tôt si vous voulez voir les Sansanar car elles se produiront à 10h du matin. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le Juste Up samedi soir. Et cette semaine, ce sera loin d'être un cauchemar, croyez-moi, avec Nightmare et leur clip mimique qui date tout juste de l'année dernière. Puis on repartira en arrière avec le clip Flashback de la très talentueuse Aki Akane, un clip récent tiré de son premier album sorti en 2012. Maintenant, on va sombrer dans les profondeurs des tunnels grâce au clip Anaphylaxie Choc du groupe de rock Shinku Horo. Dans un style complètement différent et même très rose, vous aurez Koi no Wizard Hyakunen Senso des Aphilia Saga. Voici le 3e et dernier clip de Two Side One Brain que nous ayons. Il s'agit de Pray For You qui est dans la même veine que les autres. Un peu de pop avec la jeune Kylie qui sera à Japan Expo la semaine prochaine, Kimiga Irukara est son premier single en major. Là, c'est un grand groupe qu'on accueille sur nos lives, Gurepubine avec leur clip 1977 qui ne date pas du tout de cette année-là mais bien de 2013. Un clip qu'on avait hâte de pouvoir vous montrer, Toyosu Luciferine de Kuriyama Chiaki, c'est la fameuse chanson écrite par Goto Mariko du groupe Midori et composée par Taki Yoshimitsu des Kyumiri Parabellum Bullet. Voici un nouveau clip d'Égoïste, il s'agit de All Alone With You qui est le 2e ending de l'anime Psycho Pass. Et enfin, il y aura Bokujanai de Angela, c'est le générique de l'anime Kakumei Valve Rave au Japon. En tout cas, ce titre me plaît beaucoup, il permet de bien se rendre compte du talent de malade de la chanteuse Atsuko. Vous n'imaginez pas comment je croise les doigts pour être dispo et pouvoir y aller. En tout cas, j'espère que vous prendrez le temps de mieux connaître leur travail, ils le méritent. Pensez à voter pour le Juste Up, je fais des gros bisous, bye bye. Non, c'est vrai? Oh, ça me fait super plaisir quand même, parce que moi, tu vois, je m'imaginais que... Attends, excuse-moi, on se rappelle. Oui, excusez-moi, j'étais en discussion avec Caroline et en fait, je me suis complètement trompé sur ses sentiments. Elle me kiffe grave et ça me rend tellement heureux parce qu'elle rejoint la grande famille dans laquelle nous nous faisons tous des bisous. Vous, moi, les machinistes, les copocléphiles, les tyrosémiophiles, les thanatopracteurs. Mais par contre, pas du tout, jamais de bisous aux enculés.